ce soit dans le secteur de l'assurance, même ailleurs, hein, on appréhende énormément l'IA. Il y a toujours un sujet de crainte de se dire que l'IA va me remplacer ou va prendre mon boulot. Plus un débat de savoir est-ce que l'IA génératif et les agents apportent la valeur. On est une organisation ou une structure qui opère dans le monde de l'assurance et qu'on veut approcher l'IA génératif, on n'a pas besoin de parler d'entraînement de modèles. C'est là où il y a le combat aujourd'hui de tout le monde, y compris des grands acteurs, que ce soit Google, Anthropic, OpenAI. C'est plus que le modèle, c'est l'expérience utilisateur et comment répondre à des besoins bien spécifiques. Un large language model est par définition stochastique. Et donc forcément, quand on va lui venir poser une question, pour la même question, on peut se retrouver avec des réponses légèrement différentes. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui inacceptable dans le secteur de l'assurance et dans l'actuariat, forcément. J'utilise l'IA quotidiennement. Aujourd'hui, c'est processé dans mes process commerciaux. Aujourd'hui, on est capable de faire 3 fois plus avec 3 fois moins. Et le product market fit, c'est vraiment le Graal. Et ça représente un peu que, en gros, tu as convergé vers le produit qui répond à un vrai besoin. On en connaît beaucoup des produits comme ça, stylo Bic. Aujourd'hui, on va parler intelligence artificielle, mais pas de l'IA gadget ou théorique. On va parler d'une IA qui s'attaque à un métier aussi complexe que stratégique, l'actuariat. Alors, dans cet épisode, j'aurai le plaisir de recevoir les fondateurs d'URLab, une start-up qui développe une plateforme IA argentique pensée pour automatiser, assister et transformer le travail des actuaires et des équipes data dans l'assurance et la finance. Alors ensemble, on va parler d'entrepreneuriat, de technologie, de choix produits, mais aussi une vision long terme. Comment on construit une start-up diptyque, comment on crée de la confiance autour de l'IA dans les environnements critiques, comme l'actuariat, et en même temps, comment on transforme un secteur historique avec des outils de nouvelle génération. Comment ça va ? Bonjour Reda, bonjour Samy. Salut Antoine. Alors pour commencer, est-ce que vous allez pouvoir vous présenter mutuellement ? Alors Samy, est-ce que tu pourrais présenter Reda ? En 3 mots si tu peux. Reda. Donc Reda, je le connais depuis à peu près 4 ans maintenant. Et Tu l'as pas préparé, celle-là. Non, on l'a pas préparé, chacun présente l'autre, mais vas-y. Alors, je vais dire esprit très libre, artistique dans ses idées. Quand il faut brainstormer, c'est la personne idéale. Et puis quand il faut exécuter, c'est une personne. Quand il démarre, on l'arrête plus. Et toi, Reda ? Alors, Samy, le premier mot qui me vient à l'esprit pour le décrire, si Brion devait être une personne, c'est Samy. Voilà. Alors, je jette des fleurs, mais je pense vraiment parce qu'en gros, pour faire très simple, si tu veux être sûr d'avancer, avoir Samy à côté, voilà, c'est la garantie que tu vas avancer et crois-moi qu'il va te faire avancer. C'est une machine de guerre, il trace. C'est un tank. Il trace et puis une belle expérience entrepreneuriale avant qui aujourd'hui, moi j'estime avoir la chance d'avoir comme associé parce que ça m'évite de faire beaucoup de conneries grâce à l'expérience qu'il a et donc c'est vraiment, ça n'a pas de prix. Alors maintenant, on va avoir une petite question mystère. Ouais. Alors, je te laisse piocher. Hop. Alors, à toi de la lire, ouais. Quel a été ton premier vrai moment d'assurance dans la vie ? Celui où tu as compris ce que ça a changé pour de vrai. Ouais. Ah, c'est pour moi, du coup ? C'est pour toi, ouais. Alors, c'était quoi déjà la question ? Hop. Le moment d'assurance dans la vie. En fait, le vrai moment où j'ai compris que j'avais le contrôle, en tout cas, et que ça a complètement changé, c'était un point de flexion dans ma carrière professionnelle, c'est quand tu sens que tu es capable de pouvoir partir d'une idée et de vite sortir avec un produit qui peut apporter de la valeur à tes utilisateurs. Là, tu sens qu'il y a quelque chose, tu sens que tu détiens certains pouvoirs qui sont aujourd'hui, on va en parler après avec l'IA, qui peuvent très facilement t'aider à apporter ta brique et de contribuer un petit peu à ton entourage, quoi.
que ce soit professionnel ou personnel. D'ailleurs, ça me fait penser, dans notre présentation, on n'a pas été aussi bon parce que je pense pour ceux qui ne connaissent pas, Samy, il ne vient pas du monde de l'assurance. Donc moi, je viens du monde de l'assurance, je suis actuaire depuis une quinzaine d'années, de formation. Donc j'ai baigné de l'assurance, mais Samy, c'est par adoption, par association, je ne sais pas comment on dit. Mais il vient d'un autre monde, si tu peux décrire rapidement. Oui, donc moi je suis ingénieur de formation, donc j'avais commencé ma carrière en faisant du conseil dans des sujets de data et de transformation digitale. J'ai dirigé des équipes dans la partie data et digitale, dans des secteurs très opérationnels comme la restauration. Et ça fait maintenant, on va dire, plusieurs années que je suis entrepreneur à plein temps. Donc j'avais eu plusieurs aventures entrepreneuriales, principalement autour de sujets deep tech, avec beaucoup de data, de machine learning, et surtout avec une obsession de passer du prototype au produit robuste, utilisé en production par des milliers, voire des centaines de milliers d'utilisateurs. Donc ça, c'est vraiment... Donc, le gardien du temple sur les sujets techniques, c'est Samy. Et puis, sur la pertinence métier, fonctionnelle, c'est moi. Et donc, du coup, je te laisse piocher aussi pour faire le jeu. Alors, si tu pouvais faire sauter une case du processus administratif, ça serait lequel? Je pense pas qu'il faut qu'une seule case. Hein. Processus administratif, ça dépend duquel. C'est compliqué cette question. Hein. Processus administratif, moi je dirais... Le plus gros point de blocage pour toi Dans un process administratif quelconque? Quelconque. Que tu as vécu. Même que là tu vis avec URLab d'ailleurs. Oui, c'est des process administratifs un peu qui sont là et qui ont perdu tout leur sens. Typiquement, on vous demande un document. Par exemple, nous, on est une entreprise qui vient, récente, hein, donc elle a 2 ans, mais dans le monde de l'entreprise, 2 ans, c'est pas très vieux. Et on va demander des documents qui normalement, on demande à des entreprises qui ont des années d'existence. Voilà. Ouais. Et des fois, ce qui est un peu lourd, c'est aller expliquer à l'administration que non, voilà, qu'on est nouveau, qu'on est des entrepreneurs, que des fois, c'est un peu... c'est énergivore pour un entrepreneur, très énergivore. Alors maintenant, est-ce qu'on pourrait parler du URLab? Quelle est l'origine du nom? Oui, ça, je peux répondre. Donc, nous, à la base, on ne pensait pas faire de misspell parce qu'on l'écrit UR Lab. On pensait l'écrire Your Lab en anglais correctement. L'idée, c'était que l'actuaire devait avoir son propre labo à lui, les équipes actuarielles, parce que on manipule beaucoup de données. Et on a besoin d'un certain niveau de liberté. Donc, c'est pour ça que c'était nécessaire que même au sein d'une grosse entreprise ou même petite entreprise, d'avoir son propre petit îlot autant qu'équipe actuarielle pour explorer, parce que l'analyse du risque, la gestion de risque commence par de l'exploration. Donc, l'idée, c'était de créer justement ces environnements que URLab puisse permettre d'avoir ces labos à ces équipes dans un environnement sécurisé et qu'ils puissent avancer. Bon, après, le nom de domaine, c'était compliqué à trouver avec URLab. Et après, mon côté un peu geek, je me suis dit, UR, misspell, ça peut être bien. Et puis moi, le côté geek mathématique, c'est l'union des réels. Donc aussi, on la voyait URLab comme étant l'environnement qui va mettre un peu... synchroniser, connecter les différentes équipes entre elles de manière sécurisée et fluide. Une phrase, si vous pouvez expliquer, alors, bon, faut être actuaire, hein, mais si vous pouvez expliquer l'activité principale du URLab, concrètement? Alors, je vais prendre ce challenge à nouveau. L'objectif, même sans être actuaire, je pense que ça va être facile à comprendre. C'est très simple. Hein, nous, les actuaires, on manipule, comme j'avais dit, on manipule des chiffres et l'analyse de risque se fait aussi par des calculs, par des écritures d'algorithmes, par une manipulation d'outils. Ça, dans un environnement d'entreprise avec les contraintes de la sécurité IT qui sont nécessaires, fait que ça met un niveau d'exigence technique très poussé pour des actuaires qui ont beaucoup de choses à faire. Le monde de l'actuariat, c'est beaucoup de spécialités, c'est beaucoup d'exigences sur la partie analyse du risque. Et donc, URLab, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle permet justement de faire une abstraction de toute cette complexité technique aux équipes actuarielles, leur permettant de se concentrer uniquement sur leur analyse de risque. Donc, tout ce qui est
complexité technique, d'infrastructure IT, scalabilité. Et là, avec les agents, il y a surtout implémentation des modèles, gestion de la sécurité, gestion de trouver la bonne librairie. Créer des bases de données, tout ça, URLab le gère pour les équipes, pour leur garantir leur autonomie et surtout garantir leur compliance, qui sont conformes avec les exigences IT de leur entreprise. Et quel a été le déclic en fait pour vous en fait de vous lancer en fait dans cette aventure entrepreneuriale ensemble, sachant que toi en plus tu faisais pas partie du secteur de l'assurance. Ça s'est passé comment ? Moi, je dirais ma partie, je pense que tu pourras compléter, je pense, sur le pourquoi, parce que je pense que ce serait intéressant, c'est toi, le passage à l'assurance. Mais moi, de mon côté, depuis toujours, donc depuis 2018, j'avais quitté mon CDI à la base, donc j'avais tenté une petite aventure entrepreneuriale un peu freelance. Après, je suis revenu au conseil, mais j'ai toujours voulu faire de l'entrepreneuriat et industrialiser, automatiser un peu ce qu'on fait nous les actuaires, qui est un peu chronophage. Donc j'ai toujours automatisé quand j'avais des postes en actuariat, automatisé mes approches. Et après, quand j'ai rencontré Samy, à la base, j'avais un besoin de quelqu'un expert sur le cloud et sur de l'IA aussi pour m'aider à mettre en place un environnement de travail pour l'actuariat, pour faire du consulting 2.0. Et après, quand j'ai discuté, j'ai compris ce qu'il lui faisait avant. Voilà, ça a fait le déclic. Ah oui, c'est vrai qu'on s'est vite rendu compte que le secteur de l'assurance et puis surtout l'actuariat, c'était un secteur qui, on va dire, pas très bien servi, surtout d'un point de vue data. On parle de plateformes data adaptées à des métiers spécifiques comme celle de l'actuariat. Il n'y en avait pas beaucoup. On se retrouvait plutôt avec des acteurs qui étaient assez généralistes et très techniques et qui venaient, qui venaient servir à des processus qui pas adapté pour ce genre de pratique. Et donc, quand j'avais rencontré Reda, moi, je sortais d'une aventure entrepreneuriale, pareil, autour de la data et de machine learning. Et on en a discuté assez. Il m'a parlé de l'actuariat, que je connaissais de loin, mais on est rentré un peu plus en profondeur sur les pratiques, les processus. Et on s'est rendu compte qu'il y a pas mal de zones d'ombre qui n'ont pas été servies. Et la techno, la maturité de la techno, les usages que moi je connaissais dans d'autres secteurs était largement bien avancé par rapport à ce qu'on retrouvait dans l'actuariat. Et on a commencé à brainstormer, on discutait, et ça a très bien vite pris, quoi. Ouais. Et quelle idée, du coup, vous avez vraiment envie en fait de casser, une idée préconçue que vous avez de casser dans le secteur de l'assurance ? Moi, j'en ai une, je pense que Samy aussi en a une. Alors, vas-y. Alors, il y a un sujet qui m'a quand même pas mal marqué les 2 dernières années, parce que du coup, je commence à participer dans la communauté des actuaires et plus généralement dans l'assurance. Et je vois pas mal d'idées qui me font sortir, qui me rend... En fait, il y a un sujet sur lequel on va être très d'accord dès le départ aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2025, voire même 2026, quand on est une organisation ou une structure qui opère dans le monde de l'assurance et qu'on veut approcher l'IA génératif, on n'a pas besoin de parler d'entraînement de modèles. C'est plus un sujet. C'est pas à ces organisations d'entraîner des modèles. De 1, parce que ça coûte trop cher. De 2, c'est des skills et des compétences très spécifiques qu'on n'en a pas beaucoup. Entraîner un modèle from scratch, ça demande des millions, ça demande beaucoup de ressources, c'est des techniques qui sont obsolètes au bout de 3 mois, chaque année. Chaque mois, on a des papiers qui sortent et il y a beaucoup d'évolutions. Et de 3, c'est pas rentable économiquement. Le modèle économique ne tient pas la route. Donc, quand j'entends des acteurs du marché qui conseillent ou qui parlent toujours de se dire non, mais il faut entraîner nos modèles, il faut entraîner notre propre LLM, moi, je pense que c'est pas un sujet aujourd'hui. Il y a bien évidemment des sujets de compliance, de sécurité, de privacy, de souveraineté de données qu'on peut aborder, pour lesquels il y a des réponses aujourd'hui très concrètes et qui tiennent la route. Mais par contre, venir commencer à parler d'entraînement de modèles tout simplement parce qu'on a un sujet de privacy, en fait, c'est aborder le sujet de la mauvaise manière. Et toi, du coup, Reda ? Et le deuxième, moi,
Deuxième idée, c'est parce que là, il y a beaucoup de hype autour des agents. C'est un buzzword. C'est plus qu'un buzzword en vrai pour nous, parce que nous, c'est une réponse à des besoins bien concrets. Mais je vois beaucoup faire l'erreur et penser, je ne sais pas pour quelle raison, que les agents vont apprendre par l'interaction qu'ils vont avoir avec ces derniers. C'est-à-dire, ils disent, OK, je vais avoir un agent et après, je travaille avec lui sur un sujet bien spécifique et il apprend de ma manière de faire. Les agents, dans leur conception, le concept technique des agents, il n'y a pas ça. Un agent n'apprend pas de l'interaction que tu vas avoir avec lui. Et je pense que c'est lié un peu à l'usage que les gens font, par exemple, de certains produits comme ChatGPT, qui est un produit en soi, qui n'est pas la techno LLM. Derrière, il y a du LLM, mais le produit, c'est ChatGPT. Et je pense que la plateforme, parce qu'elle retient des informations, parce qu'elle va utiliser des techniques pour retenir des informations concernant l'utilisateur, là, l'utilisateur a l'impression que l'agent a appris de lui. Mais en fait, non, c'est pas de l'apprentissage en continu qui se fait sur ton interaction, toi, avec l'agent. Et ça, souvent, malheureusement, j'ai l'impression que beaucoup ont ce type d'attente et ils peuvent être déçus par la suite. Donc, Et aujourd'hui, comment du coup les acteurs appréhendent l'IA générative? Parce que moi, à l'époque, quand je bossais, bon, à l'époque, je bosse toujours hein, dans l'assurance, mais on parlait quand même d'outils comme Adactis, Solveo, des acteurs comme ça de place. Là, maintenant, vous arrivez avec de l'IA, carrément, pour faire des belles projections plus performantes. Comment, eux, ils appréhendent ça? C'est mature encore sur le marché ou c'est une jeunesse de quelque chose qui va arriver très bientôt? Tu veux prendre une partie ou... Alors, je prendrais peut-être le sujet, mais moi, je prends le sujet de 2 points. Donc, il y a la maturité de la technologie, l'IA en soi, des LLM, des modèles derrière. Et aujourd'hui, on arrive vraiment à un stade où on commence à avoir des modèles très performants, très matures, qu'on peut déployer en production avec toute sécurité, sans problème, avec tous les sujets de safety, de contrôle, etc., etc. Donc, en soi, la techno, elle est mature. Maintenant, il y a l'autre sujet, c'est comment cette techno intégrée dans une organisation et dans un processus arrivera à répondre aux besoins et à apporter de la valeur. Et ça, c'est un autre sujet. Pour nous, aujourd'hui, c'est un sujet de organisationnel, c'est un sujet culturel, c'est un sujet de change management, et c'est un sujet de maîtrise du processus et du métier dans lequel ces modèles, ces agents vont être intégrés. Et ça, on est à l'aube de cette transformation. Donc forcément, on n'est pas du tout mature sur l'organisation qu'il faut avoir quand on interagit, quand on structure une équipe qui va travailler, collaborer avec des agents. Vraiment, on est au tout début de ce genre de pratique et d'organisation. La culture, c'est sûr qu'aujourd'hui, on appréhende énormément, que ce soit dans le secteur de l'assurance, même ailleurs, hein, on appréhende énormément l'IA. Il y a toujours un sujet de crainte de se dire que l'IA va me remplacer ou va prendre mon boulot. Et c'est bien évidemment légitime. On avait la même question quand Excel est arrivé ou d'autres outils un peu similaires. Mais forcément, c'est des sujets de change management qu'il faut accompagner et qui vont prendre du temps. Et donc oui, sur ce point, on n'est pas du tout mature. Et bien évidemment qu'il y aura une transformation progressive qui se fera au fur et à mesure. Ça, et puis on voit qu'il y a en fait un niveau de maturité très hétérogène sur le marché. C'est-à-dire que autant on va trouver des personnes qui sont convaincues, et je ne sais pas pour quelle raison, que l'IA générative, ce n'est pas leur sujet, parce que c'est des actuaires qui vont manipuler des chiffres, et que c'est un sujet qui va venir améliorer la relation client, l'interaction, la gestion de documents. Et à aucun moment, même des fois, ce que je trouve moi assez drôle, c'est qu'ils vont avoir des budgets pour lancer des initiatives, des équipes actuarielles, et les initiatives vont beaucoup se concentrer sur tout, sauf sur leur propre process interne. Donc, leurs propres actions. C'est-à-dire, ils ne sont même pas en mode... alors que normalement, ils doivent être... OK, qu'est-ce que je connais le mieux? Je sais mon travail. Comment je peux améliorer mon travail avec l'IA générative? En fait, ce réflexe n'est pas naturel chez beaucoup. Et par contre, on voit d'autres qui sont très avancés en fait, sur la maturité sur le sujet, qui ont compris que il y a un changement de paradigme. Tu as parlé de certaines solutions classiques, on va dire. Et là, ils ont compris que en fait, ce nouveau paradigme
va les permettre, de gagner en souveraineté et de sortir plus facilement de ce type de solutions un peu historiques. Il va les libérer donc un peu de cette dépendance technologique. Parce que voilà, tu prends un grand modèle, une solution, on prend un truc très simple, un copilote boosté à GPT 5.2, il va te répondre, il va te résoudre beaucoup de problématiques et derrière, si tu veux juste générer du code, tu peux générer du très bon code, tu as des questions sur le code, il va le faire, du coup tu peux développer plus facilement ton modèle. Et donc il y a des acteurs qui sont très avancés là-dessus et donc effectivement, plus ils sont matures, pour nous, nos premiers clients, en tout cas, ils sont très matures sur le sujet. Et moins ils sont matures, plus ils vont être perdus sur à quoi ça sert, telle solution à quoi ça sert, pourquoi il faut... Et tu me disais que tu venais du secteur IT. Comment toi, tu as vécu l'arrivée de l'IA? Parce que tout le monde on en parle beaucoup maintenant, mais quand je discute avec d'autres personnes qui bossent dans l'IT, pour eux, en fait, ça existait déjà depuis longtemps. Complètement, ouais. Et c'est juste un peu, comme tu disais, un peu le buzz du moment. Oui, complètement. Alors, en fait, c'est une transition complètement naturelle de la techno en soi. Il y a la révolution du deep learning à partir de 2012 qui a commencé à progresser petit à petit. Moi, je me rappelle ma première interaction avec les modèles NLP, à l'époque, on les appelait Natural Language Process. C'était en 2017, 2016, 2017 où j'avais une initiative entrepreneuriale à l'époque où on a développé un espèce de chatbot. Il y avait une société qui s'appelait API.ai. C'est une société qui s'est fait racheter par Google en 2017 et qui s'appelle Dialogflow. Maintenant, ils ont rebrandé le produit en Dialogflow. Je ne sais pas si ça existe toujours. Et à l'époque, c'était vraiment une solution qui faisait du Natural Language Process. Donc, c'est principalement du machine learning. Des fois, ils poussaient sur des sujets de réseau de neurones. Mais donc, c'était des technologies qui étaient utilisées en production pour des usages spécifiques. Donc, forcément, on avait de l'IA classique sur des usages spécifiques où ça fonctionnait très bien. L'arrivée de GPT-3 en 2000, l'arrivée de GPT-3 était pour le coup un point de flexion pour tout le monde parce qu'on s'est rendu compte que les LLM et l'architecture des transformers étaient forcément, on va dire, une technologie qui nous permettait facilement de généraliser l'usage de l'IA sur plein de secteurs. Et c'est là effectivement où il y a eu du coup cette sensation de se dire que on est à l'aube de quelque chose ou une rupture par rapport à quelque chose d'un point de vue technologique qui va nous permettre de bâtir une nouvelle ère. Et forcément, oui, je pense que 2020, 2021, c'était quelque chose d'impressionnant. 2022, avec l'arrivée de ChatGPT. Et maintenant, est-ce que vous pouvez parce qu'on a parlé un peu d'agent IA, ouais. Et concrètement, à quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Et quel cas d'usage, en fait, vous pourriez partager? C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas une définition très claire d'un agent et il y a pas mal de définitions qui se tiennent en fonction de comment on l'explique et dans quel contexte. Mais en soi, un agent IA, c'est tout simplement un modèle qui va opérer dans un environnement. On va le doter d'outils, de tools ou de fonctions et il est capable justement de pouvoir répondre à une demande en utilisant les outils qui lui sont... qu'on lui a mis à sa disposition pour répondre à un besoin. Donc fondamentalement, l'agent, c'est ça. Maintenant, quand on va parler de mémoire ou quand on va parler d'un agent qui apprend en fonction d'itération, c'est un abus de langage pour dire que l'agent capitalise sur des outils de stockage de données ou de contextualisation pour pouvoir venir piocher dans ces données-là et répondre. Mais l'agent en soi, fondamentalement, ne s'entraîne pas sur les modèles. Parce que quand on parle d'entraînement, c'est un processus gourmand en termes de compute. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en temps réel. C'est quelque chose qui vient fondamentalement changer les paramètres qui composent le modèle en soi. Donc, forcément, l'agent n'apprend pas. L'agent opère, orchestre entre plusieurs outils pour répondre à un besoin dans un environnement donné. C'est ça un agent. Ok. En fait, c'est en gros l'agent, tu lui processes tout avec un prompt ou du Python ou je sais pas comment ça fonctionne. Et après, il va répéter tout bêtement. En fait, il n'y a pas de... Alors, nuance. Non, c'est que l'agent, il va utiliser la puissance des LLM. C'est quoi la puissance des LLM? C'est la gestion du contexte. Compréhension, la gestion du contexte. Donc, tu vas balancer, par exemple, si l'agent a les capacités, a les bons outils pour aller passer un document, le traiter, le passer au LLM, utiliser un outil, l'exécuter, récupérer le résultat de cet outil, le passer à le LLM est capable, lui, de sa compréhension de contexte, de
réenvoyer en fait une réponse pertinente. Dans la réponse pertinente, ça peut être aussi réenvoyer je dois utiliser tel outil pour telle action spécifique. Donc, les LLM sont très puissants. L'agent va venir prendre la technologie des LLM. Les LLM, effectivement, ce que je n'ai pas précisé, c'est que ça reste une techno. Et une techno a ses avantages, mais elle a aussi des limites. Et l'agent, il va justement combiner les LLM, mettre le LLM dans un environnement et avec un certain set d'outils qui vont permettre de compenser les limites et de maîtriser les limites de cette techno. Et donc, c'est pour ça qu'on va parler, nous, avec Samy, on va parler de produit. L'agent, effectivement, c'est un terme commercial, je dirais, et c'est un concept aussi technique. Mais ce qui compte, c'est le produit, en fait, derrière, et la cohérence du produit pour répondre à des cas d'usage bien spécifiques. Pour les cas d'usage, ce que je peux dire, par exemple, le cas d'usage qui est le plus parlant aux gens auxquels ils réfléchissent rapidement, qu'ils utilisent beaucoup, qui a eu beaucoup de succès, c'est je rédige mon mail. Voilà. Ça, c'est le cas d'usage. Aide-moi à rédiger un mail. Choisis le temps. Donc, et c'est à cause de ce cas d'usage qu'il y a eu ce qu'on appelle du shadow IA. C'est-à-dire c'est de l'IA qui est utilisée pas de manière compliant. Mais ça, c'est le plus évident, le plus direct. Les autres cas d'usage concernant l'actuariat, l'actuariat, c'est quoi? C'est comprendre un contexte métier à partir d'un document, à partir d'une notice d'information, d'un produit, savoir quel outil actionner, pour quelles données, pour faire quel type d'analyse. Voilà. Et ça, l'IA sait le faire si on l'est doté de bons workflows, des bons environnements et si le produit le permet de le faire. Et typiquement, développer un modèle actuariel complexe en épargne ou peu importe, et lancer le run et récupérer le résultat du run et l'interpréter, faire ça sur du chat GPT qui n'a pas été fait pour ou sur du copilote, même doté au 5.2 qui n'est pas fait pour, bon courage. Voilà. Et c'est là où effectivement un produit qui a été conçu pour, Your Lab, ça a été conçu pour ce genre de choses, effectivement ça fait du sens et là l'agent prend tout son sens. Donc c'est pas une solution magique, mais c'est une solution qui va venir répondre à un besoin bien spécifique et le produit est designé pour. Et du coup, j'ai aussi une autre question, c'est de me dire, ok, on va utiliser les agents IA. En tant qu'actuaire, les datas que tu utilises, c'est des datas qui sont quand même critiques. Mm-hmm. Et ces calculs-là, il faut qu'ils soient quand même très fiables parce que ça va vraiment... Il faut que ça soit aligné sur la stratégie de la boîte. Après, tu as des reportings financiers qui vont à la CPR. Comment vous arrivez du coup, avec la production de votre agent, à ce qu'il soit fiable, utile et en cohérence avec les stratégies internes? Alors, en fait, il y a un sujet fondamental lié au LLM et à la manière avec laquelle on les héberge, sans rentrer trop dans le détail. Aujourd'hui, un large language model est par définition stochastique. Et donc forcément, quand on va lui venir poser une question, pour la même question, on peut se retrouver avec des réponses légèrement différentes. Et c'est quelque chose qui est aujourd'hui inacceptable dans le secteur de l'assurance et dans l'actuariat, forcément. Donc nous, ce qu'on a fait, c'était un vrai challenge pour le coup, c'était de partir de ce constat et de se dire, de toute manière, aujourd'hui, ce qui va complètement limiter le déploiement des LLM et des agents dans un secteur comme celui de l'assurance, c'est ce côté stochastique. Il fallait vraiment s'y attaquer et comprendre comment le résoudre. Donc nous, on l'a approché d'une manière très pragmatique où on a énuméré tous les parcours, les usages possibles des agents et de l'IA dans les processus actuariels. Et on s'est rendu compte que ces processus dépendent fondamentalement d'un environnement de travail et d'une infrastructure qui nécessite des moteurs de calcul, qui nécessite des outils de calcul statistiques définis, éprouvés, audités, standards, et donc un besoin de compute, un besoin de scalabilité, de compute. Et donc, on s'est vite rendu compte qu'avant tout, le challenge était de construire une infrastructure dédiée qui va permettre à ces modèles, ces agents d'opérer correctement. Donc, on a commencé par construire ça. Et l'idée, c'était très clair. Chez nous, dans Your Lab, quand tu poses une question à un agent pour qu'il puisse répondre à une question actuarielle, ce n'est pas le LLM qui répond. Le LLM se charge de la compréhension du contexte, d'orchestrer les outils qui, elles, pour le coup, prennent la question et répondent. Donc,
quand on a une réponse sur, j'en sais rien, quand on fait l'inventaire et qu'on veut fitter, je dis n'importe quoi, je suis pas actuaire, je m'enfonce là pour le coup, mais Pas sur les IBNR, je connais les plus. IBNR. Ouais, mais pour le coup, donc la réponse ne vient pas du LLM. Le LLM orchestre, donc va comprendre le contexte, va orchestrer les outils dans lesquels la réponse, enfin le calcul se fera et va restituer la réponse. Donc ça c'est un point très très important à comprendre. Et forcément, donc ça nous ramène à un concept, on le répète tout le temps, pour les mêmes données, les mêmes hypothèses, on retrouve toujours les mêmes réponses. Et ça, c'est fondamental pour créer cette confiance que les actuaires ont besoin. Et tout en gardant la flexibilité que offre l'IA générative et les agents. Donc ça, c'est le vrai challenge technique. Et voilà, et en plus, nous, on a, en fait, au niveau du produit, on croit une chose, c'est que l'actuaire reste central. Alors, souvent, beaucoup de gens disent, oui, l'actuaire doit rester au centre, doit rester le pilote. Mais je suis désolé, si ton produit ne permet pas de le faire et que l'agent est en train de faire des choses, de lancer des runs et que tu as le résultat à la fin et que tu vois pas ce qu'il a écrit, tu peux pas dire que l'actuaire est au centre, ça devient juste un terme commercial. Et donc, typiquement, sur ça, nous, ça nous a coûté beaucoup de R&D et de développement juste pour développer cette couche, ce qu'on appelle la white box pour nous, où l'agent quand il va faire une action, quand il va écrire du code et l'exécuter, l'actuaire, lui, il voit le code, il peut accepter ou refuser, il peut l'exécuter, il voit sur quelles données ont été exécutées, il a toute la piste d'audit qui est derrière. Et donc ça, c'est le produit qui a été pensé pour répondre aux exigences d'auditabilité, au fait de garder la piste d'audit des calculs et de précision aussi. Et là, c'est le produit qui met l'actuaire au centre. Donc l'actuaire délègue, mais il continue de piloter. Et du coup, ça veut dire que votre défi technologique, c'est quoi? Parce qu'en fait, en gros, tu te dis, tu dépends d'un modèle LLM. Alors, tu te dis, je sais pas moi, Gemini, ChatGPT, etc. Et du coup, à côté de ça, vous développez avec de la data sur l'actuariat qui va venir piocher là-dedans. Donc, votre défi, c'est quoi? C'est la collecte de données ou En fait, aujourd'hui, on avait un premier défi technologique qu'on estime avoir résolu à hauteur de 90%. C'était ce côté stochastique du modèle. Ok, d'accord. Donc c'est le LLM, le LLM utilisé dans un produit, dans un agent, doit être capable de pouvoir répondre en partant des mêmes données, des mêmes hypothèses, la même réponse. Ça aujourd'hui c'est un vrai défi. Nous on l'a résolu en montant toute l'infrastructure autour et les workflows, avoir une espèce de base documentaire qui vient implémenter en fonction des processus et des questions posées, avoir un agent qui orchestre plusieurs, qui active les bons agents au bon moment. C'est vraiment cet écosystème pensé pour des processus actuariels qui permet aujourd'hui d'avoir un agent, un assistant, quand tu lui parles, quand tu lui poses une question, il va répondre, il va choisir s'il faut ouvrir un notebook, créer du code, utiliser des outils que tu connais pour pouvoir répondre à la question, ou surtout peut-être aller piocher dans tes fichiers, tes bases de données pour répondre. Il prend les décisions en fonction de la question. Ça, c'est le premier point. C'est de faire en sorte que le LLM ne soit pas stochastique. Le deuxième challenge qu'on a, c'est de sortir de ce mécanisme transactionnel qu'on peut avoir avec l'assistant. C'est-à-dire qu'on pose une question et on a une réponse. Aujourd'hui, c'est ce qu'on retrouve un peu, c'est le ChatGPT-like, et ce qu'on retrouve dans Copilot et tout. Et nous, on est fondamentalement convaincus que c'est pas une solution viable sur le long terme pour répondre à ces enjeux d'industrialisation, de gagner en productivité dans des processus aussi complexes que l'actuariat. L'actuariat ne se limite pas à poser une question et avoir une réponse. C'est tout un processus, qu'on fasse de l'analyse, qu'on fasse de la modélisation ou de la production. C'est très complexe. Et donc, l'idée, c'était de se dire, on doit sortir de ce cadre transactionnel et venir confier à l'agent des tâches qui vont s'exécuter sur le long terme, tout en gardant le contrôle, c'est-à-dire que l'actuaire est capable de pouvoir valider, ne pas valider, intervenir, stopper, comprendre ce qui a été fait sur des long runs qui nécessitent plusieurs actions, que ce soit le nettoyage de données, la modélisation, l'exécution d'outils, aller piocher dans une base de données, etc., avec une expérience simple, où on simplifie
toute cette complexité technique qu'on peut avoir dans des outils de data qu'on connaît, mais vraiment très simple. Et ça, aujourd'hui, ça c'est le vrai challenge qu'on a en ce moment. On l'attaque, c'est notre sujet. Et l'idée, c'était d'arriver à un moment donné où on a l'impression d'avoir un agent qui est un collègue ultra compétent dans son sujet, qui est capable de nous répondre et avec qui on crée un lien de confiance, parce que, en l'occurrence, si tu interagis avec une black box, c'est compliqué de créer une... Et c'est pour ça que Reda parlait de la white box, parce que l'idée, c'était aussi d'imaginer une expérience utilisateur qui fait que l'actuaire reste en contrôle. C'est ça. C'est en gros, et puis moi j'aime bien une expression qu'un de nos clients nous a partagée, c'est nous les actuaires, il y a des choses sur lesquelles on veut bien voilà, lâcher la main et déléguer, et d'autres choses où il est hors de question voilà, de déléguer, typiquement. Laisser un agent IA, lui, pondre un modèle et faire les calculs avec la méthode que lui va imaginer pour mes calculs actuariels, il est hors de question. Il faut que moi, en tant qu'actuaire, je maîtrise exactement, que je sache quel modèle a été utilisé pour mes calculs, par exemple, de provision, pour l'inventaire. Parce que derrière, j'ai des engagements, j'ai des guidelines à suivre. Par contre, par exemple, transformer la donnée, la nettoyer, la restructurer, identifier les anomalies pour à la suite, pour que je puisse faire tourner ma moulinette ou mon script que j'ai maîtrisé, ça, je veux bien le déléguer. Et ce genre de choses, c'est le produit qui a été pensé pour justement cette collaboration avec l'agent se fait de cette manière-là. C'est l'actuaire qui décide qu'est-ce qu'il lâche, qu'est-ce qu'il garde sous contrôle. Et le challenge technique, donc l'autre aussi, c'est, en d'autres mots, c'est pas l'autre, c'est le même challenge dont parle Samy, c'est que l'IA, que l'agent puisse gérer des tâches longues sur la durée, qui vont durer plusieurs jours. Donc nous, ça, on sait exactement comment y arriver, parce que depuis, ça fait quand même 2 ans qu'on travaille sur le sujet. Et là, c'est juste une question de temps, donc d'itération avec nos clients sur le sujet. Je pense que voilà, on va très rapidement. Si je dis pas de bêtises, je parle sous ton contrôle, Samy, t'es le CTO. Je pense que voilà, 2026, on arrivera à des tâches. Avant la fin de 2026, on arrivera sans problème à des tâches, c'est-à-dire on délègue des tâches à un agent, il va tourner pendant des jours et il va revenir avec un produit, avec une production, avec des réponses, et notre inventaire, il est fait. Donc nous, c'est un peu la target qu'on se met. On est passé au tout début de l'aventure, pose une question, on a une réponse. Là, on est à un stade où on pose une question, on pose plusieurs questions ou un problème, et l'agent va travailler sur un plan qu'on a validé, qu'on a défini, va travailler pendant des heures. Et là, l'idée, c'est d'aller jusqu'au jour. Il faut savoir que les LLM, la techno elle-même, ne permet pas aujourd'hui de gérer, d'un point de vue capacité cognitive, de gérer des tâches très longues. C'est un défi pour les grands modèles, hein. Je pense qu'on arrive un peu à la limite. Mais la techno, quand on a l'infrastructure, quand on maîtrise les workflows à l'intérieur et qu'on gère toute l'orchestration, on y arrive justement, on compense ces limites techniques. Ça me fait rappeler où quand je travaille, souvent les actuaires me disent je vais faire tourner le run, tu auras une réponse dans un jour ou deux. C'est ça, c'est ça. Mais ça, exactement. En fait, c'est parce que nous, si on veut être dans le concret, c'est bien pour le démo, tu fais tourner, tu as un programme, il tourne en quelques minutes, il s'arrête et l'agent récupère le résultat, il fait l'interprétation, tu te dis waouh. Mais oui, mais sauf que si tu tournes ton modèle il prend 2 jours, 3 jours. Ton IA, elle va pas attendre 2 jours, 3 jours. Hein. Enfin, ton API derrière, c'est bon. Enfin, elle va te dire stop. Et nous, justement, on va compenser ça et on compense ça par notre infrastructure. Il y a juste un point très important ici, c'est lié aussi au fait que le produit, de toute façon, les data platforms plus généralement, dans la nôtre, est hébergé dans un cloud. Et donc forcément, on va venir profiter de l'autoscale que permet le cloud pour pouvoir répondre à ses besoins de calcul. Typiquement, avant, un actuaire, quand il lance un calcul, s'il est limité par la taille de la VM, forcément,
le modèle va prendre un jour, 2 jours, en fonction des simulations qu'il lance. Ouais. Nous, par exemple, chez Your Lab, quand on pose la question à un agent et qu'il rentre dans une démarche de calcul, il va lui-même approvisionner un environnement, le sizer en fonction de la complexité de la demande et venir lancer le traitement. Donc, il y a bien évidemment des paramètres qui font qu'on va venir contrôler la taille des environnements pour ne pas taper sur la facture, mais ça nous permet justement d'avoir un trade-off entre la facture et le temps d'exécution dans un processus complexe qui nécessite plusieurs tâches pour lequel l'agent orchestre tout ça. Et qui nous permet, nous, actuaires, d'avoir le contrôle, de stopper à n'importe quel moment. On n'a pas à se charger, on n'a pas à se dire comment je dois lancer ma VM, comment je dois accéder à mes bases de données, comment mon environnement est structuré. Tout ça, c'est l'agent et la plateforme qui prennent en charge. Et c'est, d'un point de vue vrai, juste, on va dire, productivité, c'est quand même s'élever. Bon, j'en parlais parce que c'est quand même les prémices de la boîte. Hein, c'est de se dire, je lève complètement cette dépendance et cette complexité technique que l'actuaire devait gérer au quotidien avec les interactions IT. Il devait paramétrer ses environnements, etc. On enlève complètement cette complexité et l'actuaire, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait de l'analyse. Il fait ce qu'il fait de mieux, analyse, décision. Mieux connaître son produit. Mieux connaître son produit. Et là, maintenant, dans les prochains mois, c'est quoi votre priorité ? Que ce soit produit, alors partenariat, croissance, levée de fonds, c'est quoi Je vais répondre là-dessus et je vais être très direct, très cash et très, je dirais même très radical. Nous, notre priorité qui sera aujourd'hui et demain et après-demain et toujours, c'est le client, le produit. Le client, le produit. Comment on améliore le produit pour mieux répondre aux besoins de nos clients. Donc, toutes nos actions vont être tournées autour de ces deux. Amélioration du produit pour mieux répondre aux besoins du client. Si un partenariat se présente, nous on est très ouverts. Si ce partenariat nous permet de mieux servir nos clients, welcome, on est très ouverts là-dessus. Pour les projets de levée, pour nous, les levées, on les voit comme un simple moyen. Donc voilà, on a une levée qui est prévue. On prévoit de faire une levée justement en 2026. Mais pour nous, c'est un moyen. Et c'est un moyen qui va nous permettre de mieux répondre aux besoins de nos clients et de faire ces itérations, produit, client, et ça sera notre leitmotiv pour toujours. J'avais lu alors un article où je pense que vous devez connaître, mais Jim Zemlin, si je te dis bien, qui est le patron de la fondation Linux, et qui disait en fait, nous voyons l'IA entrer dans une nouvelle phase, passant des systèmes conversationnels, ce que tu disais, chatbot, à des agents autonomes capables de travailler ensemble. Et dans l'article, disait qu'en gros, que ça soit Gemini, Copilot, Claude, etc., qu'ils essayaient de trouver en fait un dialogue commun pour que l'ensemble des agents puissent se parler entre eux, en gros. Ouais, alors, par rapport à ça, comment vous voyez le truc ? C'est le protocole genre agent to agent. Alors en fait, je vais du coup juste remonter. C'est toujours bien d'expliquer ce qu'on voit aujourd'hui par de l'histoire, parce que surtout dans le monde de l'IT, ça se répète. C'est ce qui est très bien. En fait, comme je disais tout à l'heure, on est à l'aube d'une rupture technologique. Et donc, toute rupture technologique passe par une phase de standardisation. On avait connu ça avec le secteur du télécom, où on a standardisé tous les protocoles, toutes les couches de communication qu'on connaît. On a connu ça avec l'arrivée d'Internet et toute la couche supérieure, pour ceux qui connaissent la partie réseau, toute la partie standardisation des protocoles d'échange, etc., etc. Donc aujourd'hui, on est dans cette phase-là où c'est tout frais. Par exemple, depuis décembre 2024, il y a eu un article qui est sorti par le lab Anthropic, qui est à l'origine de la solution Claude. Ils avaient sorti le protocole MCP. Et c'est un protocole qui dépend principalement de ce qu'on appelle SSE, c'est un protocole d'échange. Nous, on l'avait très vite adopté. Je pense qu'en janvier 2026, il était déjà déployé dans la plateforme. Ce qu'il dit pas, lui, il a même contribué à la correction des premières versions. Ça, fallait le dire dès le début. Nous, on est un fan de l'open source. Et donc, forcément, c'était un premier standard, un premier pas pour pouvoir justement venir poser un standard de communication entre les agents et les briques autour. Et ça a pris un engouement extraordinaire, parce que tout le monde a adhéré à ce protocole et ça a permis à tous les grands acteurs
qui ont des solutions qui proposent des API d'intégration, de sortir une version qui supporte ce protocole-là. Et la conséquence de ce genre d'initiative, c'est une adoption qui arrive très vite dans le monde de l'IT. C'est-à-dire que quand tu vas te retrouver avec Salesforce, Google, Microsoft, qui vont sortir des serveurs MCP pour les différents produits, toi comme acteur, comme entreprise ou développeur ou éditeur logiciel, tu vas avoir le choix de pouvoir intégrer très facilement ces briques dans le parcours que tu proposes et donc par conséquence proposer une intégration native, une meilleure expérience aux utilisateurs. Et donc ce genre d'initiatives sont toujours les bienvenues. Ça prend du temps, bien évidemment. Il y a toujours une guerre politique des acteurs qui vont pusher un standard. Ça peut prendre comme ça peut pas prendre. Anthropic, ça a pris, tant mieux. Il y a même maintenant des pratiques justement dans le monde du code où on va venir donner des instructions avec un format spécifique, que ce soit entre Claude, Cursor et compagnie. Mais donc c'est des pratiques qui viennent standardiser tout le monde. Il faut adhérer à ce genre de pratique. Je pense qu'on est toujours gagnant d'adhérer. Comme éditeur, c'est très important pour nous. Mais donc, ça met les bases de cette rupture technologique. Et ça permet à tout le monde de pouvoir construire et de capitaliser dessus. C'est pour ça que du coup, l'article en soi, vraiment, on retrouve exactement les mêmes patterns lors de la création de Unix, Linux, le passage vers les différentes distributions qu'on retrouve dans Linux. Donc oui, c'est très... Moi, personnellement, geek, je vis ma best life en ce moment. Parce que il y a tout à construire et c'est génial. Ouais. Et alors maintenant, l'IA générative, un buzzword ou une vraie révolution dans le secteur de l'assurance? Dans le secteur de l'assurance. Dans le secteur de l'assurance, pour moi, non, c'est pas juste un buzzword. C'est clairement un changement de paradigme parce que ça permet de faire des choses qu'avant... c'était très compliqué ou très coûteux de les faire. Ça permet d'automatiser des choses qui sont par nature pas automatisables par une approche IT classique. Enfin, pas automatique, je dirais, industrialiser des process qui sont manuels et pas automatisables par des process, par des actions prédéfinies. Et dans le secteur de l'assurance, oui, il va être... moi, je dirais, c'est même pas que le secteur d'assurance, c'est tous les secteurs. Aujourd'hui, ce n'est plus un débat de savoir est-ce que l'IA génératif et les agents apportent la valeur. Et aujourd'hui, je pense que ce qui est même sympa, c'est que il y a tellement de modèles. Les modèles sont arrivés à un niveau d'avancement où, clairement, franchement, oui, t'as pas besoin d'avoir les meilleurs modèles pour apporter de la valeur. Et là, la valeur aujourd'hui se crée au niveau de l'expérience utilisateur, du produit, comment il a été conçu, est-ce qu'il a été conçu pour répondre à un besoin bien spécifique. Et c'est là où le combat aujourd'hui, c'est là où il y a le combat aujourd'hui de tout le monde, y compris des grands acteurs, que ce soit Google, Anthropic, OpenAI. C'est plus que le modèle, c'est l'expérience utilisateur et comment répondre à des besoins bien spécifiques. Et nous, c'est notre principal combat aujourd'hui. Alors maintenant, on va plutôt parler expérience. Mais si vous aviez une leçon à tirer là de votre vous avez tous les deux un peu le mindset d'entrepreneur. Donc vous avez dû vivre des moments assez importants par rapport à ça. Qu'est-ce que vous avez appris? Okay. Alors, je sais pas, moi, tu me regardes, Samy, mais, ouais, effectivement, mais effectivement, parce que c'est dans l'univers de l'entrepreneuriat, c'est moi qui avais plus de choses à apprendre par rapport à Samy, qui lui était déjà... Je dirais pas ça, mais... Oui, mais je connaissais bien le marché de l'actuariat, je connais bien les gens, en tout cas qu'aujourd'hui, on répond à leurs besoins, je connais très bien, c'est un milieu dans lequel j'ai navigué, mais l'entrepreneuriat pur, je voulais toujours faire ça depuis toujours. Mais quand je disais que j'avais plus de choses à apprendre par rapport à Samy, parce que Samy était déjà rodé à l'exercice, il a monté 2 autres boîtes avant. Et effectivement, moi, si j'apprends une chose, effectivement, si je devais partager un apprentissage, il n'y a pas de shortcut. Créer de la valeur et répondre à un vrai besoin, c'est être capable justement d'être patient, d'être capable écouter les clients qu'on adresse. Faut pas se lancer ça dans ce genre d'entreprise pour l'ego, parce que ça, c'est la garantie de l'échec de l'entrepreneuriat. Ça, c'est sûr, c'est l'erreur à ne pas faire. Et donc, et surtout à écouter, et pas de shortcut, et continuer à écouter les clients
et faire ses devoirs. Donc, résoudre des problèmes qui apportent la valeur, c'est complexe et ça nécessite du temps. Il faut être patient. Et toi, du coup, alors si tu en as vécu énormément, le conseil que tu pourrais donner à un fondateur qui se lance dans la tech, qui a envie de lancer ta boîte, si visiblement tu en as lancé plusieurs, quel conseil tu pourrais lui donner? Alors, il y a vraiment un conseil fondamental, le seul que tout le monde donne, c'est concentre-toi sur tes clients et sur ton produit. C'est passe plus de temps à parler avec tes clients et le plus à builder ton produit. Et le reste, je le redis, le reste ne sert à rien. C'est des bruits. C'est du bruit. Parler, fais le maximum d'entretiens avec tes clients, tes prospects, les personnes qui rentrent dans ta target et va builder ton truc. Et reviens et itère sur cette approche. Et ça ne finit jamais. Hein. C'est tout le temps ça. Et le reste, ça ne sert à rien. Surtout les premières années, ça ne sert à rien. Et deuxième point, c'est l'idée ne vaut rien à côté de l'exécution. L'idée initiale avec laquelle tu vas te lancer, à 200%, ça ne sera pas la même au bout d'un an. Donc juste, lance-toi, fais cet exercice, va parler aux gens, build, va parler aux gens. Ça ne serait pas la même si tu es capable d'écouter tes clients. Ah oui, complètement. Si tu n'écoutes pas tes clients et tu es dans l'ego, ça sera toujours la même. Tu vas peut-être réussir à lever, mais tu prends un grand risque au bout de 5 ans de ne pas atteindre ce qu'on appelle, nous, dans le jargon, le product market fit. Et le product market fit, c'est vraiment le Graal. Et ça représente un peu que, en gros, tu as convergé vers le produit qui répond à un vrai besoin dans le quotidien. Et donc, quelqu'un qui a un problème, il va tout de suite naturellement penser à ton produit. Quand tu vas le voir, il ne va même pas réfléchir pour dire c'est ce qu'il me faut. Et on en connaît beaucoup des produits comme ça. Le stylo Bic par exemple. Voilà, ça fait des années qu'il existe. Mais avant le stylo Bic, il y a eu des itérations. Et puis voilà, il répond à des besoins bien spécifiques. Aujourd'hui, si je te dis un stylo, l'image mentale que tu vas avoir, c'est le stylo Bic. Stylo Bic, ouais. Hein, donc, c'est le plus simple. Hein, donc, Et alors maintenant, tu disais avant que tu étais geek, si tu avais un outil préféré que tu utilises au quotidien dans ta boîte, dans URLab, ça serait quoi? Oh, c'est même pas geek. Hein, c'est pas un sujet. Parce que du coup, ça revient toujours au même sujet. C'est builder le produit, parler à tes clients. Nous, il y a 2 outils qu'on utilise et on ne va pas en avoir plusieurs. C'est Jira pour la partie produit et organisation. Quand tu veux exécuter, tu as besoin de suivre tes tâches et tu as besoin d'avancer. Ça, c'est fondamental. Et le deuxième point, c'est tu veux parler à tes clients, tu dois connaître qui sont tes clients, tu dois les suivre. Un CRM. Un CRM propre, Odoo. Nous, on utilise Odoo. Voilà, on fait de la promotion pour les solutions. Donc ça, c'est les produits. Ça, c'est en soi les produits. Mais étant donné qu'on parle de l'IA, et c'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas aujourd'hui négliger, parce que la manière de construire une boîte, en tout cas aujourd'hui versus il y a 4 ans, est fondamentalement pas la même. On les voit dans les chiffres d'ailleurs, sans rentrer dans le détail, mais dans les levées, dans les différentes étapes de levée, avec les montants, etc. Aujourd'hui, on est capable de faire 3 fois plus avec 3 fois moins. Avant, c'était très compliqué de pouvoir sortir un MVP, un Minimum Viable Product, parce que ça coûtait de l'argent, parce que ça coûtait du temps, parce que si tu n'as pas l'expertise technique, tu dois aller le chercher ou tu dois le payer. Je ne te conseille pas. Mais maintenant, tu peux vibe coder, mais ça c'est un autre sujet, mais tu peux quand même sortir un premier MVP très facilement chez toi en un week-end, discuter avec ton premier client, revenir la semaine d'après, lui montrer quelque chose et itérer sans rien payer. Peut-être payer un abonnement de 20 € sur ChatGPT ou le reste. Mais donc, ça enlève une barrière mais impressionnante. Donc, il n'y a pas d'excuse. L'excuse, c'est... Puis là, toi, tu as parlé d'un point de vue technique. Parce que moi, je prends aussi la casquette commerciale. J'utilise l'IA quotidiennement. Aujourd'hui, c'est processé dans mes process commerciaux sur analyser, savoir comprendre comment j'interagis. Est-ce que je sais écouter? Est-ce que m'auto-évaluer aussi? Parce que vendre, c'est quelque chose qui n'a pas été... c'était pas ma profession avant.
pour les actuaires, je suis d'un profil très tech. Pour Samy, je ne suis pas le plus tech parce que lui, c'est un autre niveau. Et ça, effectivement, l'IA aujourd'hui m'aide à m'améliorer, à améliorer mes process sales, l'analyse de mes process sales dans mon quotidien. Et on n'a pas les mêmes usages. Samy, on utilise tous les modèles. Lui, il a ses préférences. Moi, j'ai mes préférences. Et puis voilà. Toi, c'est quoi tes préférences? Toi, c'est plus ChatGPT? Alors, j'utilise tous. Par exemple, dans un processus de développement, il y a des modèles qui vont être très bons dans le brainstorming ou l'architecture du code ou du design. Il y a des modèles qui vont être très bons dans le release du code, enfin la création du code, etc. Il y en a qui vont être très bons dans la review. Il y en a qui vont être très bons dans tout. Enfin, peut-être pas tout, mais qui peut revoir un peu l'ensemble. Donc, du GPT 5.2, il est très bon. Il va répondre à la demande. Il ne va pas aller plus loin. De l'Anthropic, du Sonnet 4.5 ou du Opus 4.5, il va être très bon dans la structuration, mais il peut aller très, très loin. Donc oui, les modèles diffèrent en termes d'usage. Il faut les utiliser. Et puis, moi, je suis plus Anthropic, plus Claude et Gemini que ChatGPT, mais bon, c'est parce que j'ai un usage différent de celui de Samy. Et alors maintenant, est-ce que vous avez des recos de livres, podcasts à partager? Ouais, on peut. Ouais, il y a une personne aujourd'hui dans le monde de l'IA quand on s'intéresse un minimum à l'IA et qu'on va aller plus loin que ce qu'on entend dans les médias ou sur LinkedIn, je pense que cette personne, c'est la première personne à aller suivre. Elle s'appelle Andrej Karpathy, c'est un des fondateurs d'OpenAI, et qui était le senior directeur chez Tesla et qui a lancé très récemment un lab qui s'appelle Eureka, qui va justement venir accompagner tout l'aspect éducation autour de l'IA. Donc c'est une personne très smart, qui a contribué du coup à la création de GPT. Et en fait, il a fait un exercice très intéressant. Donc, il y a une vidéo de 2h30. Et si vous avez 2h30 dans votre vie à perdre, je vous assure que ça sera les meilleurs... Investir surtout, ouais, ça va pas perdre. Moi, justement, pour le coup, ça sera les meilleures 2h30 que vous pourrez passer dans votre vie. Si vous êtes data scientist, actuaire, et que vous voulez comprendre comment les LLM fonctionnent, donc, Andrej Karpathy a fait une vidéo de 2h30 où il a développé une solution qui s'appelle GPT Nano, qui est open source, donc il y a un repo qui comporte tout le code et qui va partir from scratch, donc depuis zéro, pour créer un GPT. Et donc on va passer par toutes les étapes de pré-training qui vont permettre de créer un GPT. Et c'est typiquement les mêmes mécanismes qui ont servi pour créer GPT-3. Et donc c'est un exercice pédagogique très intéressant pour n'importe quelle personne qui fait de la data, pour comprendre les rouages de ce monde-là. Puis il y a Lenis Podcast aussi, c'est un podcasteur américain qui invite, moi ce que j'aime bien, c'est qu'il invite surtout des gens qui ont beaucoup d'expérience, qui sont très, très ancrés dans la réalité. Et ça, pareil, hein, c'est une mine d'or de connaissances, de partage d'expériences. Et il y a de tout, de la partie tech, vision, jusqu'à la partie sales, enterprise. C'est des podcasts qui, franchement, voilà, on l'écoute, on apprend des choses sympas. Alors, il y a une question signature du podcast, mais si votre métier était un sport, quel serait-il? Un sport? Un sport, ouais. Moi, je dirais la course. Un marathon, ouais, je pensais à ça. C'est un marathon. Ouais, Entrepreneur, c'est un marathon. Hein. C'est la durée. Hein. Il faut tenir sur la durée et c'est un marathon. Donc, on pense à la même chose. Ouais, et alors maintenant, si vous aviez un invité à me recommander pour un prochain épisode, ça serait qui? Oui, moi je pense à 2 personnes, je pense qu'ils peuvent vraiment apporter beaucoup de choses dans le podcast. Il y a David Dubois qui travaille avec nous en tant qu'advisor, donc qui nous accompagne plutôt en tant qu'advisor. Donc franchement, c'est une personne très sympathique, mais qui a une belle expérience et une belle vision aussi. Donc si tu peux l'avoir dans ton podcast, je pense qu'il y a des choses très intéressantes à partager. Il y a aussi une personne, pareil, même comme David, s'appelle Jean Orkonazi, qui est un fondateur, je crois, Digital Insure,
Et pareil, hein, c'est des personnes qui ont une expérience, ça vaut le coup de les écouter. Ok. Et alors maintenant, pour finir, une question, bon, je dirais peut-être un peu ludique, mais si UR Lab était une personne, une œuvre de fiction, n'importe Netflix ou quoi que ce soit, lequel serait-il et pourquoi? Ouais. Maître Yoda. Complètement, ouais. Maître Yoda. Des fans de Star Wars Oui, Yoda. C'est ce qui correspond le plus à UR Lab et en tout cas à son ambition. Et il parle à l'envers aussi ou non, Ça, on peut c'est tester. pas mis dans les réponses de l'acteur. C'est clair. Bah, franchement, merci beaucoup à vous deux pour cet échange. C'était vraiment riche. On a parlé d'IA, bien sûr, mais surtout des problèmes concrets et de la réalité de la construction d'une start-up qui est quand même assez ambitieuse dans un secteur qui est aussi exigeant. On va pas se mentir, l'assurance, c'est exigeant et c'est vraiment une vision long terme quand on y rentre. Donc vraiment, bravo à vous deux. Et ce que je retiens vraiment du UR Lab, c'est la volonté de faire de l'intelligence artificielle un véritable partenaire de travail, comme vous l'avez dit, fiable, compréhensible pour les actuaires et utile et pas simplement une boîte un peu noire de plus, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Donc du coup, si vous êtes vraiment actuaire, data scientist, entrepreneur ou simplement curieux de voir comment l'IA transforme les métiers en profondeur, je vous invite vraiment à suivre leur travail. Et encore merci beaucoup à vous deux pour votre transparence, l'énergie d'aujourd'hui. Et je vous remercie aussi à vous tous de m'écouter dans le podcast. Ça fait chaud au cœur et de continuer à mettre, comme je dis toujours, 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, ou même de m'envoyer des messages en MP sur LinkedIn. Je répondrai volontiers. Donc vraiment, merci à vous et à très vite pour un prochain épisode. Merci pour ton invitation. Merci Antoine. Merci Antoine. Merci. Un grand merci d'avoir écouté l'épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Pour me donner de la force, mets 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme préférée et partage à ton entourage. Moi, je vous dis très bientôt dans un prochain épisode d'Assurance en coulisses.